l'Afrique demeure la région la moins industrialisée. Sa contribution à la valeur ajoutée manufacturière au niveau mondial reste insignifiante. Elle est seulement de 1,8% et a même diminué depuis 2014. La part de cette valeur ajoutée dans le PIB, chiffre que l'on utilise pour mesurer l'industrialisation, stagne depuis 10 ans. En 2018, donc une donnée assez récente, le PIB était de 10,5% contre plus de 16% au début des années 1980, alors qu'elle a atteint plus de 25% dans les pays en développement d'Asie au cours de la même période. Aussi, il ne faut pas perdre de vue que la plupart des pays d'Afrique francophone obtiennent leur indépendance autour des années 1960. Donc, 63 ans après, une indépendance qui, à mon sens, est discutable, bien sûr, la plupart des pays africains sont traités de sous-développés. Ce qui nous pose à nous demander pourquoi l'Afrique a-t-elle tant de mal à se développer sur le plan industriel, bien sûr. Qu'est-ce qui freine ce développement? Quel est l'apport de notre élite, notre belle élite africaine qui se targue de diplômés ou même de surdiplômés? Quel est l'apport de cette élite-là? Donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Essayer de comprendre pourquoi le continent africain reste le continent le moins développé, alors qu'il y a seulement 30 ans, nous avions le même niveau de développement que différents pays, pour ne pas dire tous les pays d'Asie. Donc, je ne suis pas seul, bien sûr, je suis avec mon ami de toujours, Mr. Freak Advisor. Bon arrive, mon gars. Salut, merci. Comment tu vas? Ça va super bien chez toi. Ça va très très bien. Donc, sans tarder, on va mettre le pied dans le plat directement. Pour toi, pourquoi l'Afrique a-t-elle tant de mal à se développer? D'accord, c'est vraiment une très belle question déjà. Il faut simplement nous situer au contexte. Comme tu l'as si bien dit, il est arrivé un moment donné où notre développement à nous et ceux de l'Asie étaient pratiquement pareils. Mais le contexte qu'il faut situer ici, c'est qu'au tout départ, on connaît un peu ce que l'Afrique a vécu. On est passé par un certain nombre de tragédies, la colonisation, la traite négrienne, les commerces qui existaient, et tout ça a vraiment d'une manière ou d'une autre façon affecté en fait notre histoire déjà. Et il faut aussi dire que la colonisation nous a laissé des traces quand même assez indélébiles. Donc on a toujours voulu s'identifier à l'Occident. L'Occident a toujours été notre matrice d'évolution, de développement. Du coup, en tant que jeune aujourd'hui, je pense que l'une des questions fondamentales qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on ne doit pas, à notre niveau, redéfinir le développement? Est-ce que ce développement qui est tamponné même par l'Europe ou par l'Occident, est-ce le même développement là, sur lequel nous devons calquer notre façon de voir ou notre futur humain, justement, va développer? Pour revenir à ta question, je voudrais dire que ce qui provoque, à mon sens, ce fléau, la sauvegarde de l'Afrique au niveau du développement, c'est tout simplement parce qu'on a hérité d'un très mauvais système colonial qu'on a perpétué jusqu'à aujourd'hui. On s'imagine qu'aujourd'hui, les Européens se développent et nous, on est toujours encore dans ce système colonial. On utilise toujours cette industrie coloniale. La preuve en est qu'on n'a même pas pratiquement d'industrie, de véritable industrie. On doit transformer rien que nos produits bruts, tu vois, nos matières premières déjà. Donc, pour moi, ça, c'est comme ça que je perçois la chose. Une société qui n'est pas industrialisée ne peut jamais compétir à l'échelle internationale avec des sociétés qui le sont. Donc, tant qu'on sera dans cette perspective, c'est clair qu'on sera sous-développé. Ok. Et quand tu parles en fait de cet héritage colonial, c'est pratiquement toute l'Afrique où tu fais allusion à un pays spécifique, c'est peut-être la Côte d'Ivoire ou d'autres pays, où on voit vraiment, on va dire, une sorte de continuité en fait du système colonial. D'accord, et je voudrais prendre plusieurs pays, mais moi je voudrais me limiter aux pays francophones déjà, hein, et notamment aux pays de l'Afrique de l'Ouest déjà. Euh, on voit un peu comment ça se passe au niveau de la politique déjà. On voit qu'il y a une très grande ingérence étrangère, occidentale dans la politique. Un exemple simple, aujourd'hui on est tous témoins que l'IA, qui est censée être une organisation africaine, est financée par l'Europe, par des structures européennes déjà. Donc, à quel moment on parle d'indépendance? La plupart des monnaies, hein,
sont exécutés, fabriqués ailleurs. À quel moment on parle d'indépendance? Prenons tout simplement dans le domaine de l'industrie. La plupart de nos produits sont transformés à l'étranger. À quel moment on parle d'indépendance? Tu vois, et ça, ce n'est que quelques exemples parmi tant d'autres. Et même politiquement parlant, tu vois, on remarque et on observe cette ingérence-là déjà. Tu t'imagines qu'on fait des élections, elles sont contestées, mais on a une constitution qui est là pour trancher. Mais on attend toujours que la réponse finale vienne de l'Occident, en fait. Tu vois, et pour moi, j'appelle pas ça vraiment être indépendant quand on le voit. C'est vrai que dans certains pays africains, notamment anglophones, lusophones, il y a quand même un petit décalage, mais globalement, on le voit un peu partout en Afrique. C'est vrai, clair. Donc, si je comprends bien, toi, tu expliques en fait le manque ou l'absence d'industrie dans les pays africains francophones. C'est en fait dû au fait qu'on a signé en fait certains partenariats, certains accords avec le colonisateur dans le temps, ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'industrialiser. Oui, clairement. Prenons tout simplement l'exemple de Bolloré aujourd'hui, qui est... Je me demande aujourd'hui si sur le marché ivoirien, par exemple, la logistique, s'il y a une société qui va arriver à concurrencer Bolloré, je ne pense pas. C'est parce qu'on lui a simplement légué ce marché. C'est pratiquement pareil aussi au Togo. Okay. Donc, tu vois un peu. Donc, je me dis que ce n'est pas des perspectives qui vont nous permettre à un moment donné de nous industrialiser déjà. Aujourd'hui, quand tu es un compétiteur et que tu arrives sur le marché, il faudrait simplement que tu rentres dans une certaine logique. Tu vois, si tu viens par exemple pour suppléer à un moment donné, peut-être Bolloré dans certains domaines, ok. Mais si tu rentres comme un concurrent vraiment hardcore, il faudrait aussi que ton gouvernement vraiment t'accompagne, il prenne les risques qu'il faut. Sinon, quand tu vas nulle part, tu commences à belle initiative pour ce que tu peux ouvrir et après un certain nombre de temps, assez de boycott, tu tombes. Il y a tellement d'exemples qu'on peut déjà citer, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est un très gros frein à l'industrialisation de la bonne. Et tu ne penses pas aussi que, en fait, les marchés que, par exemple, Bolloré a obtenu dans nos différents pays, comme tu as cité la Côte d'Ivoire, le Togo, c'est des marchés qu'ils ont obtenus ou même des contrats qu'ils ont obtenus depuis les années 60. Bien sûr, en fait, il n'y avait pas vraiment d'élite africaine. Bien sûr. Du coup, ils ont eu ce marché parce qu'ils avaient en fait la matière grise, ils avaient aussi des moyens qu'il faut pour pouvoir nous aider à nous développer. Mais dans 3 ans après, on voit que même vraiment rien n'a véritablement changé. Malgré qu'il y a une élite africaine maintenant. Pourquoi en fait rien n'a changé dans 3 ans, même si l'Afrique, les pays africains se sont développés, ont pu avoir cette matière grise. Peut-être les moyens non, mais la matière grise est là, mais rien n'a changé. Comment tu pourrais expliquer cela? C'est trop simple à expliquer. Tous ces élites africaines étaient formées où? Et ça fait formé malheureusement d'Europe. Donc, moi, c'est la réponse la plus plausible déjà. Okay? Et donc, tous ces élites se vont former dans ces grandes écoles-là. Qu'est-ce que selon toi, ils apprennent? Ils apprennent, selon moi, personnellement, la continuité du système qui a été mis depuis les années déjà. Ils n'apprennent rien de arts. La preuve en est que la plupart des politiciens qui font des études qui reviennent sont que dans détacher de la réalité de leur pays. Ils sont tombés par l'extérieur, mais généralement détestés par leur propre peuple. Ok, donc si je comprends bien, pour toi, c'est juste qu'on a une élite, mais une élite matrixée. Il est matrixé. Il est matrixé. Matrixé, même c'est un mot encore même qui est selon moi doux. Mais je pourrais dire une élite zombie en fait. Une élite qui est tout simplement à l'image. Une élite qui est dans la reproduction, tout simplement, mais pas vraiment dans la réflexion. Parce que moi, il y a vraiment une très grande différence entre la réflexion et puis la reproduction. Quand on te forme pour reproduire ou bien pour perpétrer un système qui est déjà en place, tu vois un peu, ok. Attends, le problème en fait, c'est au niveau de l'éducation, de comment on sont éduqués, ils comprennent bien. On arrive encore là. Ouais, et donc le problème, c'est vraiment le système éducatif en place. On arrive encore au même point, tu vois un peu. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand un gars se rend à HEC comme ça pour être formé, pour devenir cadre dans une société peut-être d'opération, quand elle revient, elle suit un calendrier qui était déjà bien établi. Qu'est-ce qu'elle a changé? Tu vois? Et c'est ça la différence entre une personne qui travaille dans une entreprise et un entrepreneur. C'est-à-dire une personne qui travaille dans une entreprise, on a ces grandes firmes, dans ces grandes multinationales-là.
tu vois que généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des jeunes feuilles de route. Donc, toi, tu viens pour exécuter tout simplement. Mais quand tu es un entrepreneur, tu viens pour exécuter aucune feuille de route déjà. Tu veux que tu habilles feuille de route. En fonction de cette réalité, tu veux pour régler plus ou moins un programme. Donc, tu as vraiment raison, reviens pas à l'éducation. Mais c'est ça vraiment le gros problème. Ok. Et aussi, tu ne penses pas qu'il y a aussi, bon, tu as cité en fait, les accords politiques qu'on a signés avec le colonisateur depuis les années 60. Il y a des accords qui font en sorte que les pays africains, en profondeur, bien sûr, ont du mal à s'industrialiser. Tu as cité aussi le problème de l'éducation. On a une élite, mais l'élite a été formée ailleurs. Ouais. En gros, elle a pris des habitudes d'ailleurs et elle est fait déconnecter des réalités de notre société actuelle. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a aussi des explications culturelles? Bien évidemment, bien évidemment. Tu vois, il y a toujours eu ce problème pour nous de vouloir toujours ressembler en fait à l'Européen. Parce que pour nous, l'Européen, c'est le main point, c'est le standard en fait, tu vois, mondial qu'on est censé suivre déjà, tu vois un peu. Donc, tu verras par exemple ce qui est vraiment nos saints chez moi depuis. Tu verras par exemple un Africain fumer. Je te demande pour que tu d'accord, l'Afrique est un climat déjà très chaud. Le Français par exemple fume parce qu'il fait très froid là-bas, il a besoin de ramener peut-être un peu de chaleur dans son oxygène, etc., etc. Tu vois comment c'est le truc. Tu vois l'Africain en plein midi en veste. Tu te demandes, bon, ouais, le problème en fait. Il porte ce genre de tenue parce qu'il fait encore, je le dis, froid là-bas. Et donc, non, c'était ça. C'est ça être l'homme civilisé. Tu vois un peu. Donc, à un moment donné, on délaisse ce que nous, on a déjà comme culture, comme valeur. Tu vois, parce qu'on est toujours dans ce système, on n'arrive toujours pas à se détacher du système-là que nous, on est un peu papa. Et je te dis que jusqu'au jour d'aujourd'hui, et tu vas comprendre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a certaines universités européennes dans lesquelles on enseigne que l'Afrique est un continent barbare où vivent des peuples vraiment très barbares. Donc, quand un Africain parle dans ces genres d'universités qui est formaté, il te voit, toi, Africain comme lui, comme quelqu'un de barbare. Tu vois. Et de plus en plus, puisqu'on en a un peu parlé avec la fuite de cerveau et qu'on sort tout ça, de plus en plus, on a des personnes qui partent vers cet Eldorado, ce supposé Eldorado. Donc, par la même occasion, de plus en plus, on a nos frères africains qui voient leurs propres frères africains comme des gens barbares. Donc, dis-toi qu'ils ont peut-être en griffe une mission salvatrice, histoire de pérenniser ce qui a toujours déjà été. Donc, c'est clair qu'il n'y aura aucune amélioration culturellement parlant. Ils vont très souvent s'éloigner de la culture en tant que telle. Ok. Donc, il y a aussi, on va dire, une sorte de lavage culturel. Ok. Fortement. Maintenant, on est dans un monde, j'aime pas utiliser ce terme, mais on est dans un monde, le monde est devenu comme un petit nuage. Exactement. Ou avec les réseaux sociaux, avec la télé, même personne ne regarde la télé. Mais avec la technologie, on est vraiment interconnectés en fait. Tu vois, un jeune qui part en Europe, il apprend des choses. Donc, culturellement, il y a aussi une sorte de couac. Parce que culturellement, on est assez différents. Peut-être les Asiatiques, il y a un peu de similitudes, mais Europe, c'est très différent. Maintenant, pour un jeune homme qui va en Europe, qui a appris à faire cette culture-là, il a ajouté à sa culture naturelle, donc africaine. Lui, il va te dire, mais en fait, porter une veste, c'est normal, c'est in. Ok, ça fait partie des réalités actuelles, en fait. Et donc, moi, tu me dis, en fait, qu'en faisant ça, je me perds. Je perds mon identité, je me confonds dans une identité qui n'est pas la mienne. Lui, en fait, est-ce qu'il n'est pas perdu, n'est pas en fait en constance, on va dire constamment dans ce quoi, tu vois, en qui il était et qui il doit devenir parce que le monde est au village. Tu vois, un petit village en fait. Et qu'est-ce que toi, tu pourrais lui dire en fait? La question, c'est vraiment une très belle question et la réponse est plus ou moins simple. Tu vois, un peu. Pour les Européens, ils n'ont jamais perdu leur culture quand ils militent sur le sol africain. Tu vois, ils embrassent la culture de l'autre sans pourtant perdre la leur. Et ils vont toujours vulgariser la culture de base déjà, parce qu'ils comprennent les descentes de la culture. Prenez un peuple africain qui a très bien compris, c'est plus que nous sommes aujourd'hui. Enfin, le Rwandais, si tu vois, c'est vrai, le monde font pas l'anglais, pas mal de français, tout et tout. Mais le Nyarwanda, donc le Nyarwanda, et on apprend avec le Nyarwanda, on écrit le Nyarwanda, on parle le Nyarwanda.
Donc, du coup, ça fait d'elle une langue au même titre que le français et l'anglais, une langue même qui peut s'exporter. Mais c'est pareil avec le swahili. Tu vois un peu. Et c'est comme ça qu'on nous identifie aujourd'hui. Tu vois, on est en train de perdre cette identification grâce à la couleur de peau. Il y a tellement de Français noirs de peau noire, tellement d'Américains de peau noire. Ouais, donc, on est pas en train de se détacher de cela. Donc maintenant, migrer vers la culture. Qui es-tu? De quel peuple tu proviens? Est-ce que tu es un Yoruba? Qu'est-ce qui se passe dans ta communauté là-bas? En fait, tu vois un peu, à un moment donné, la finalité de tout Africain, de quel que soit où il se trouve dans ce monde, c'est de retourner à la maison. En tant qu'Africain, c'est ça ma perception en fait. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Quel que soit où tu vas te retrouver dans ce monde, mais ta finalité, c'est chez toi à la maison. Imagine on arrive chez toi à la maison, puis tu as oublié le nom de ton père et de ta mère. Ok. C'est un drame. C'est un gros acte. Donc, je ne suis pas dans cette démarche de ne pas s'intéresser à la culture de l'autre s'il faut le faire. Parce que dans la culture de l'autre, on découvre. Et c'est parfois intéressant. Moi, je suis pour le mixage. Même dans le mixage, on se mixe, même tout en créant une certaine égalité dans les cultures. Je ne veux pas, par exemple, qu'un Africain marie une Française, bon, non, vraiment terre à terre, une Ivoirienne qui marie une Française, et puis tout se fait à la française à la maison, c'est no sense. Tu vois, il faudrait qu'il y ait, comment je vais dire, un équilibre, de sorte qu'un enfant qui naît de cette union puisse profiter de ces deux parties. Vraiment, on va littéralement jamais perdre en fait cette culture qu'on a. Un auteur pouvait lui dire un peuple sans culture, un tel ne peut pas y aimer pour les qualités de l'homme, définitivement. Donc, si je comprends bien, ce que tu dis en fait, c'est oui pour le mixage, mais non à l'oubli de soi. Clair. Ok. Maintenant, revenons au sujet de base concernant l'industrialisation de nos différents pays. On voit qu'il y a un monde d'industrie sur le continent. D'accord? Toutes les industries qui sont là appartiennent à des entreprises étrangères. Eux-mêmes appartiennent aux autochtones, aux Manuéria. Ok, mais est-ce que, selon toi, au cours de l'histoire, en fait, l'industrialisation, comme on la conçoit, l'Afrique avait cette manière de concevoir l'industrialisation? Parce que, force est de constater que même des grosses industries, il y a des problèmes. Ok, on parle de l'environnement, mais ouais, les industries du gouvernement, alors que l'Afrique, peut-être que le fait que nous soyons un peu, on va dire, en arrière, face à cette industrialisation vraiment rapide dans tous les pays du monde, nous protège d'une certaine manière. Ou bien toi, tu penses que on est obligé en fait de suivre en fait cette marche de on doit s'industrialiser, on doit s'industrialiser. Déjà, au niveau de l'environnement, l'Afrique détient le record. Il n'y a pas un continent qui vraiment sacralise l'environnement que nous, on n'a pas. Tu te rappelles quand tu étais petit, tu peux te rendre par exemple dans un champ que tu voyais un bois, avec un petit signe, l'histoire de te dire, ouais, c'est des fétichismes, tout. Aussi, même quand tu rentres dans nos valeurs traditionnelles, à chaque peuple est rattaché un truc bien spécifique dans l'environnement. Il y a des peuples qui sont vraiment rattachés à l'eau. Ils adorent l'eau, comme on le dit, ils conservent l'eau, ils conservent des poissons, tout ça. Il y a un peuple comme ça en Côte d'Ivoire, où ils ont un lac rempli de poissons qu'ils considèrent comme eux, mais dans une autre vie déjà. Et d'autres peuples, c'est les fruits, etc. Pour d'autres, ce sont des animaux, tout ça. Tu vois un peu donc. C'est le rattachement que nous on a fait, cette connexion qu'on a créée avec l'environnement, fait que de façon naturelle, un Africain care. C'est-à-dire pour lui, l'environnement, c'est au centre de sa vie. Donc, on a déjà, de façon naturelle, résolu ce problème. Même si aujourd'hui, la réponse s'industrialise, je pense que de façon naturelle, l'environnement sera au cœur de notre politique. Tu vois un peu, ça c'est déjà un. Maintenant, de deux, quand on prend l'histoire même de l'Afrique déjà, des choses qui ont été vraiment inventées dans le monde proviennent à 60% avec modestie de l'Afrique. Donc des inventeurs, et ça certainement on va en parler, des inventeurs en Afrique. Et il y en a énormément. Il y a potentiel en Afrique pour élever ce challenge de l'industrialisation. Et puis il y en a déjà. Avant, tu regardais la vidéo d'une Ivoirienne H
qui est dans le domaine de l'architecture, mais non, c'est ouf, c'est incroyable le travail qu'il a fait. Il y a même un Burkinabé aussi qui est rentré mondialement, enfin, dans le record, dans des personnes vraiment sur le plan de l'architecture qui produisent des merveilles déjà, un peu. Maintenant, j'ai tendance à dire que la réalité de l'Afrique n'est pas la réalité de l'Europe, ni de l'Asie déjà. Donc, industrialiser, c'est bien, mais il faut pouvoir adapter cette conception-là ou cette façon de faire à nos réalités. Ce n'est pas de l'imposer une très grande entreprise qui va transformer nécessairement du café ou du cacao, puis qui va nous polluer par la suite. J'ai aimé la réplique d'un inventeur, je ne me souviens plus trop, mais il disait comme ça que lui, dans sa politique-là, il est plutôt en train de penser, comment on appelle ça, expansion et installation de plusieurs filiales. Je pourrais un exemple très simple. Au lieu de créer une telle grande industrie à Abidjan qui va transformer le café et le cacao comme ça, même par la même occasion, ne pas polluer Abidjan d'une façon incroyable, on installe une unité à Abidjan. Puisque l'objectif c'est de satisfaire la Côte d'Ivoire par exemple, on installe une unité à Abidjan où on mesure un peu le taux en termes de pollution, tout ça, on mesure un peu le taux, tout ça, on essaie de voir les choses sont bien adaptées, on adapte ça à la population d'Abidjan. Après, on crée une autre unité de production ou de transformation de café cacao à Yamoussoukro. Donc, on peut créer, détacher ces petites unités-là partout pour faire de telle sorte que de façon naturelle, la nature même puisse absorber ce dioxyde de carbone qui va être propulsé dans l'air. Et en même temps, ça va fixer les choses, ça va même désengorger, en fait, par exemple, dans ce même cas-là, Abidjan, en fait, parce que plein de personnes vont vouloir, par exemple, aller travailler dans les industries de transformation, Yamoussoukro, à Boaké, etc., etc. Donc, c'est concevoir notre industrialisation en tenant compte de tous ces éléments dont je viens de citer. Il n'y a pas de raison qu'on échoue. Intéressant ce que tu dis et directement mettre le pied sur le sujet qui me semble important, les solutions. Ouais, donc, parlant de solutions, comment selon toi, tu penses que l'Afrique ou la Côte d'Ivoire en espèce pourrait en fait s'industrialiser? D'accord. Moi, il faut une volonté politique d'abord. Moi, il faut une volonté politique. Il faut à un moment donné que l'État se dit, non, les gars, vous commencez à nous taper sur le système. Il faudrait qu'on s'asseye nous-mêmes pour qu'on se voit. Et j'ai vraiment aimé une intervention du président Alassane lorsque les Européens critiquaient le fait que c'était des enfants qui travaillaient dans des champs de café, de cacao, et pour cette raison, ils n'allaient plus acheter nos cafés cacao. On a tout simplement répondu, si vous ne voulez pas, on vend toutes d'autres personnes qui l'achètent. Je suis pas en train de dire que c'est bien que les enfants aillent travailler dans des champs, mais je suis justement en train de dire qu'aujourd'hui, on a une pléthore de fournisseurs. Tu vois, on doit sortir de cette mentalité d'avoir des fournisseurs privilégiés. J'ai jamais aimé cette notion en fait de base. Pour moi, c'est n'importe quoi de se dire oui, on a des acheteurs qu'on va bien downloader, des acheteurs favoris, mais ça, c'est pas notre problème à nous. Notre problème, c'est d'offrir ce qu'on a comme produit au reste du monde, pas seulement en Europe, etc. Donc, moi, c'est une politique qui doit se faire petit à petit, progressivement, de ce type, qui diversifie au maximum nos partenaires dans ce domaine-là, pour avoir quand même un levier, pouvoir bien manager en fait les choses. Maintenant, après, on a bien dit, ça passe par l'éducation, et on revient encore. On sait que par exemple, on a un besoin d'industrialisation. Comment faire pour qu'on puisse réunir un certain nombre de cadres dans ce domaine-là, de donner l'envie, par exemple, pour ceux qui sont à l'extérieur, de vraiment rentrer en Côte d'Ivoire pour nous mettre leur expertise pour le pays, en fait. Donc ça aussi, c'est politique aussi, tu vois. Faire en sorte que tous ces éclats reviennent, tous ces cerveaux-là reviennent pour contribuer vraiment à l'industrialisation de l'Afrique. Et que maintenant, je suis s'intéresser à la population de base. Déjà préparer la population à l'après-industrialisation. Comment est-ce que nous, en tant qu'Ivoiriens, comment est-ce que nous, on se voit après l'industrialisation, lorsqu'on sera vraiment un pays, la Côte d'Ivoire sera un pays industrialisé, comment un Ivoirien lambda se voit, comment il se sent dans cette industrialisation,
comment ils soutiennent cette industrialisation, tu vois un peu. Et même dans le domaine de l'infrastructure, récemment j'ai vu Edith Brou poster sur une ligne l'aéroport de Côte d'Ivoire dans les années avec c'était vraiment magnifique. Et que c'était vraiment exceptionnel. Ça donne, si vraiment on y va vers là, ça va vraiment changer l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, l'industrialisation change l'image d'un pays. Ça redynamise l'économie du pays et l'image du pays culturellement parlant. Donc, Ok, et selon toi, quel peut être l'apport en fait des diplômés, donc des érudits qu'on a tellement en Afrique? Quel peut être l'apport de, tu vois, cette catégorie, on va dire, de la société civile? moi, je vais aller directement vers nos ingénieurs. Si on parle d'industrialisation, c'est qu'on parle nettement, on veut peut-être mettre en avant nos ingénieurs déjà. Il faudrait que de base, on se rassure qu'il y ait une éducation assez solide sur place, une éducation qui rivalise, qui fait vraiment la concurrence à toutes ces institutions dans le domaine de l'ingénierie, de l'industrialisation dans le monde entier, déjà sur place, déjà, pour qu'ils restent déjà sur place aussi. Et puis, je pense qu'après ça, une bonne politique de suivi, tu vois, un peu de ces personnes-là, de cette masse intellectuelle à moi, tu vois. Et ils demandent qu'à vivre dans des conditions normales, on va faire le travail. Tu vois, et je pense que la Côte d'Ivoire, en état actuel, peut répondre à ces besoins, à leurs besoins pour qu'ils produisent ce qu'il y a à produire. Tu vois, sinon, il y a tellement d'innovateurs, tellement de raisons qui peuvent contribuer au développement ou à l'industrialisation. Et puis, la dernière des choses pour terminer, il faut rendre définitivement avec tous ces contrats ZADIN qui nous lient à un certain pays. Tu vois, un peu, on a signé des contrats de 50 ans, voire 60 ans d'exploitation de nos ressources naturelles. Encore à ce 21e siècle-là, et ça nous pèse là-dessus. Ce gars-ci utilise plus de 70% de nos ressources. Pourtant, si on veut s'industrialiser, on a besoin d'avoir la même mise sur nos ressources naturelles déjà. Comme l'Arabie Saoudite a pu bien le prouver, Dubaï et bien d'autres. Et bien d'autres, tu vois, un peu. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, on dise non. On décide. On peut, moi je ne suis pas dans le fait de conserver nos produits pour nous, mais il faudrait qu'il y ait gagnant-gagnant. 50%, 50%. Pour qu'avec les 50% restants, nous concernons pour vraiment s'industrialiser, sortir du. Ok, super, vraiment intéressant ce que tu dis. Je pense que nos auditeurs, les personnes qui vont regarder la vidéo, apprendront, voilà, un peu, feront des données sur ce qui arrive actuellement, ce qui est en train de se passer, parce qu'il n'y a pas de développement véritable sans industrialisation. L'industrialisation doit forcément suivre certaines règles et aussi s'adapter aux réalités de nos différents pays, parce qu'on n'est pas l'Europe, on n'est pas l'Amérique ni l'Asie, on a nos réalités, donc s'adapter à ça. Et aussi, tout le monde, veuillez donner vos avis. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé, quelles sont les autres solutions, quels sont les autres problèmes qui freinent le développement de nos différents pays. Et je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde de pouvoir avoir en fait cette vision même futuriste en fait de l'Afrique. Parce que ce continent, ça nous appartient, mais personne ne va le changer à notre place. C'est à nous de le faire et c'est à travers cette discussion qu'on pourra ensemble trouver des solutions. Peut-être pas des solutions définitives, mais on va dire pas à pas, on va aller là où on va arriver. Donc, c'est vraiment une belle conversation pour moi et j'espère que ça l'a été pour vous aussi. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager aussi. Et avant qu'on termine, si tu as quelque chose à ajouter, Rien à ajouter. rien à ajouter. Ah, ok, super. Donc, merci pour le temps et à la prochaine. Merci à toi aussi. Bye. Ciao.